Andrei Tarkovsky, journal 1970-1986. Traduit du russe par Anne Kishilov, avec la collaboration de Charles de Brandt. Extrait choisi par Camille Azaïs et lu par Grégoire Mont-Saint-Jean. « 1970, 10 mai, Moscou. Le 24 avril, nous avons acheté une maison à Miasnoye. Exactement celle que nous voulions. Maintenant, je n'ai plus peur de rien. S'il ne me donne pas de travail, je resterai bien tranquille à la campagne, j'élèverai des cochons, des oies, je planterai mon potager et les enverrai au diable. Nous aménageons peu à peu la maison et le jardin. Ce sera une superbe maison villageoise, en pierre. Autour, les gens ont l'air gentils. J'ai installé des ruches, on aura du miel. Il faudrait maintenant dénicher une petite Jeep, ce serait idéal. Il faut pour l'instant gagner le plus d'argent possible afin que la maison soit aménagée pour l'automne et qu'on puisse y vivre en hiver. À 300 km de Moscou, on ne peut pas aller et venir comme ça. Deux choses importantes dans l'immédiat. Que Solaris comporte 2 parties, que Roublev sorte avec un nombre maximum de copies. Je pourrai alors rembourser mes dettes. « 25 mai. Tous les acteurs ont été trouvés. Il ne manque plus que Harry. Les voici. Chris Bagnonis. Son père, Grinko. Berton, Masiolis. Snout, Jarvet. Sartorius, Solonitsyn. La mère, Tarkovskaya, si elle accepte. Missinger, Stevens. 13 juin. On m'a présenté hier Bibi Andersson. Je l'ai observée toute la soirée, en pensant au rôle de Harry. C'est certainement une actrice remarquable, mais elle n'est plus tellement jeune, bien qu'elle soit toujours très belle. Je ne sais pas encore quoi faire. Cet été, elle tournera pour Bergman et sera libre ensuite. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas décidé. 11 juillet. Bibi Andersson est venue avec son mari. Elle a très envie de tourner dans Solaris. C'est certainement une actrice géniale. Elle est même d'accord pour être payée en roubles, ce qui signifie pratiquement pour elle de jouer gratis. On a choisi les lieux pour la maison de Kelvin. Excellent, je crois. Des saules, un étang. Plus loin, une rivière avec encore des saules. Il faut commencer à construire les décors. Pour les acteurs, tout va bien. Jarvet et Bagnonis sont excellents. Il va falloir prévoir un certain travail avec Solonitsyn et Grinko. Ils sont sortis de l'école russe, qui est un peu dilettante. 3 septembre. Je suis allé hier soir chez Nikolai Abramov, à propos de l'interview pour le journal polonais Kino. C'est un homme gentil et inoffensif, mais terriblement borné. Mes considérations sur la nature du cinéma et mon regard sur la science-fiction l'ont enthousiasmé. N'y aurait-il donc jamais pensé lui-même ? Il m'a offert 2 de ses livres, écrits en langue de bois et vides au plus haut point. On en sut d'ennui. Comme ces anciens sont vaniteux, comme ils ont soif de gloire, de louanges, de récompenses, de prix, ils pensent que cela les aidera à faire de meilleurs films. Sont aussi pitoyables les soi-disant peintres, poètes et écrivains qui prétendent se trouver dans une situation qui ne leur permet pas de travailler, ou plutôt, pour être plus précis, de ne pas gagner d'argent. Or, pour survivre, on n'a pas besoin de grand-chose. L'important est d'être libre dans son œuvre créatrice. L'écrivain qui a du talent, mais qui cesse d'écrire parce qu'on ne le publie pas, n'est pas un écrivain. La volonté de créer caractérise l'artiste. Et ce trait entre dans la définition du talent. 5 septembre. Ottar Tenishvili a dit à mon assistant que ce n'était pas la peine de pousser Bibi Andersson. Trop difficile, pas nécessaire, etc. Eh bien non. Mardi, je vais le coincer, on verra bien. Les fonctionnaires affichent maintenant un nouveau style de comportement. On critique le système, on critique tout le monde,
et on se déclare le seul honnête homme dans tout l'appareil. Et on explique son inaction en soupirant qu'il est impossible de travailler. 7 septembre. Comme il est terrible et vil d'éprouver le sentiment qu'on ne doit rien à personne, parce que ce n'est jamais vrai, on ne peut adopter ce point de vue qu'en se forçant, en fermant les yeux. Actuellement, il y a beaucoup de gens comme cela. Vivement que soit terminé Solaris. Et il n'est pas encore commencé. Encore toute une année de tourments. Et il n'y a personne avec qui travailler. J'ai reçu un télégramme de Bagnonis, voyage en Amérique pour le printemps. Justement quand nous aurons besoin de lui. Les choses s'aggravent chaque jour. Si ce n'est pas Bagnonis, qui d'autre? Il faut agir sans tarder au sujet de Bibi Anderson. Mais par où commencer? On adore le louche ici, même le public de la maison du cinéma. Ça se comprend, on aime la platitude. Vie, amour et mort est un film monstrueusement plat. Le sujet n'en est ni plus ni moins que la peine de mort, mais pour intéresser le spectateur à ce problème, à quels moyens ne recourt-il pas? Au sexe, à la dépravation, au sentiment? Pauvre petit Français sans talent. À la maison du cinéma, le public explosait littéralement d'enthousiasme. 9 septembre. J'ai lu Berceau pour un chat de Vonnegut, un livre sinistre. Finalement, le pessimisme a trop peu de rapport avec l'art. La littérature, comme l'art en général, est d'essence religieuse. Dans ses manifestations les plus hautes, elle donne des forces, elle inspire l'espérance face au monde moderne si monstrueusement cruel, et qui, dans sa déraison, touche à l'absurde. Le véritable art moderne a besoin d'une catharsis qui purifierait les hommes avant les catastrophes, ou la catastrophe à venir. Tant pis si cette espérance est un leurre, mais elle donne la force de vivre et d'aimer le beau. Sans espérance, l'homme meurt. Il convient en art de montrer cette horreur dans laquelle vivent les hommes, mais seulement pour y trouver un moyen d'exprimer la foi et l'espérance. En quoi? En ce que, en dépit de tout, l'homme est plein de bonne volonté et du sentiment de sa dignité, jusque devant la mort. L'histoire de l'humanité ressemble vraiment trop à une monstrueuse expérimentation opérée sur les hommes par un être cruel et insensible à toute pitié, quelque chose comme de la vivisection. Et pourrait-on jamais l'expliquer? Le sort des gens ne serait-il que cela? Un cycle qui ne finit jamais et dont ils ne sont pas en mesure de comprendre le sens? C'est une pensée terrible, car l'homme, en dépit de tout, du cynisme, du matérialisme, croit en l'infini et dans l'immortalité. La seule chose qui puisse nous sauver est une nouvelle hérésie, qui renverserait toutes les institutions idéologiques de notre malheureux monde barbare. La grandeur de l'homme moderne est dans sa protestation. Si l'humanité est capable de ça, c'est que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore une chance. 12 septembre. J'ai eu récemment un entretien avec notre ingénieur du son, Yuri Mikhailov, un excellent ingénieur. Il ne faut pas, dit-il, choisir du bac pour le film. C'est trop à la mode. Tout le monde prend bac. Quelle sottise. Peu nous importe la mode. Si je veux prendre pour motif le prélude choral en fa mineur pour orgue, ce n'est pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est une musique splendide. Et avoir peur de le prendre sous prétexte que le cinéma s'est entiché de Bach, c'est aussi du snobisme. J'ai trouvé une direction intéressante pour les feux dans Solaris. Le premier feu est celui où Chris brûle tous les papiers et les choses inutiles avant le départ. Le deuxième est la maladie de Chris, son délire. Il signifie et la nostalgie de la maison natale et la chaleur dans laquelle se débat Kelvin. Tout peut y brûler, jusqu'à la robe de Harry. Il doit brûler en plein soleil, quand les flammes sont à peine visibles et que l'air ambiant est incandescent. Le troisième est aux abords de la maison des Kelvin, sur Solaris. Chris tombe dessus en sortant de la maison peuplée de fantômes. C'est un feu dont la flamme peut ne pas brûler,
Un objet qui jette Chris ne s'enflamme pas. C'est un feu froid. Peut-être le troisième feu, qui ne donne pas de chaleur, ne projette-t-il pas non plus d'ombre? Comment l'océan saurait-il ce qu'est le feu? Ce troisième feu est meilleur que le petit cratère contenant la substance de l'océan, écumant et fumant, qu'a proposé Youssof. Il faut que Chris trébuche sur lui, non loin de la maison. 14 septembre. Il faut parler à Koulidjanov de la question de l'appartement. Il a promis de nous aider. Même si l'on ne nous accorde pas 3 pièces pour Larissa, Andriusha et moi-même, nous pourrions échanger celui que nous avons et le nouveau contre un de 5 pièces. Cela résoudrait, me semble-t-il, les problèmes de logement. Je me demande si je gagnerai jamais assez d'argent pour rembourser mes dettes et m'acheter le plus strict nécessaire. Et puis il faut faire des travaux à la campagne, et ça veut dire encore de l'argent. Il y a longtemps que je n'ai pas vu mon père. Moins je le vois, plus je m'ennuie de lui, et plus j'ai peur d'aller le voir. J'ai des complexes évidents vis-à-vis de mes parents. Je ne me sens pas adulte en face d'eux, et j'ai l'impression qu'ils ne me considèrent pas non plus comme un adulte. Nos relations sont pénibles, compliquées, et n'ont jamais été tirées au clair. Je les aime beaucoup, mais jamais je ne me sens à l'aise avec eux, ni sur un pied d'égalité. Avant mon départ pour le Japon, il faut que j'aille voir mon père. Lui aussi souffre que nos relations soient ce qu'elles sont, je le sais bien. Je n'imagine même pas ce qu'elles deviendraient si je cassais moi-même la glace, mais c'est très difficile. Peut-être faut-il écrire une lettre, mais une lettre n'arrangerait rien. Nous nous rencontrerions après et nous ferions tous les deux comme s'il n'y avait jamais eu de lettre. 20 septembre. Après la guerre, la culture s'est écroulée, effondrée, dans le monde entier, tout comme le niveau spirituel. Chez nous, c'est évident, et c'est le résultat, entre autres, de la destruction systématique, barbare, de la culture. Or, sans la culture, la société retourne à l'état sauvage. 20 octobre. Le 18, Tcherbakov a envoyé un télégramme disant que notre maison avait brûlé à Miasnoye. Toute la partie centrale a brûlé, tout ce qui était en bois. La veille de l'incendie, Tosia y était. Elle a allumé le poêle, c'est peut-être à cause de ça. Quoi qu'il en soit, la maison a brûlé. Ce printemps, il va falloir tout reconstruire. Il faudra environ 3000 roubles. Pour le film, je ne pense pas qu'on obtienne plus de 1 million de roubles. Et à cause des délais, Bibi Anderson ne pourra pas tourner. Il faut trouver une autre actrice. 24 octobre. Il manque 350 000 roubles pour faire le film. On n'a pas de pellicule, pas d'actrice, pas de costume. La situation est ubuesque. 15 novembre. Donc ça vaut la peine de s'en souvenir. Le 12 novembre 1970, j'ai arrêté de fumer. Honnêtement, il était grand temps. Depuis ces dernières semaines, je ne sais pas pourquoi, je sens un vide en moi, une sorte de torpeur. Est-ce à cause de la maladie, ou parce que je me sens dans une impasse? C'est comme ça qu'on crève avant d'avoir rien fait. Et j'ai envie de faire tant de choses. 17 novembre. Nous avons un nouveau directeur au studio, un certain Nikolai Sizov. Il a les droits du vice-président du Goskino. Entre de bonnes mains, c'est une bonne chose. Entre de mauvaises, c'est une catastrophe. N'y aura-t-il jamais d'ordre en Russie? Il n'y a encore jamais eu un refus aussi général, aussi total du système. Mais tout le monde est enfoncé jusqu'au cou dans le mensonge, la veulerie, la malversation. Il n'y a aucune vie possible. Comme il est urgent d'arranger la maison de Miasnoye et d'y avoir une voiture, un jardin, un potager. Toutes ces choses-là mises ensemble apportent la solution à presque tous les problèmes liés à l'absence physique de travail. « 1971, 2 janvier. Quand pourrons-nous enfin commencer le tournage ? 31 janvier.
Vendredi, j'ai rendu visite pour la première fois au nouveau directeur de Mosfilm, Sizov. Pour l'instant, je n'y vois pas clair du tout. Il veut discuter avec moi de Solaris dans le courant de la semaine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? 12 mars. Une idée m'est venue. Le film que tourne Kelvin père et que Chris emporte avec lui doit être construit comme un poème. Chercher la trame dans les vers de mon père. 17 mars. Aujourd'hui, tournage des séquences d'hiver à Zvenigorod. On a décidé que dans le film que Chris emporte avec lui, il y aurait des séquences avec Harry. Chris lui montre exprès le film pour voir comment elle va réagir. Par là même, il veut vérifier qui elle est et vérifier aussi les paroles de Snout sur les visiteurs. La mère, Olga Barnett, me paraît très bonne. 28 mars, je n'ai toujours pas trouvé Harry. J'hésite entre Kupchenko et Natasha Bondarchuk. 24 avril. Ah, comme j'ai envie de filmer. Quel satané pays qui ne me laisse même pas lui faire gagner de l'argent. Pour le rôle de Harry, j'ai confirmé Natasha Bondarchuk. 12 juillet. Mon Dieu, comme il y a longtemps que je n'ai pas touché à ce cahier. Quand on travaille, on est abruti, on ne pense plus. Je profite d'une pause. On a commencé à tourner et, premièrement, nous sommes en conflit avec Youssof à propos d'un problème de choix esthétique. Je ne suis pas pour que le décor soit mis à égalité avec l'acteur. Je suis pour un objectif de 50 ou 75 mm et Youssof pour un 35 mm. Là réside principalement le conflit. Deuxièmement, on est convaincu que pour le rôle de Harry, nous avons bien fait de choisir Natasha Bondarchuk. Troisièmement, on va devoir tourner à nouveau 3 scènes. Elles sont ratées. A. La première rencontre de Chris et Snout. B. La deuxième rencontre. Et C. La moitié de la scène de la bibliothèque. Quatrièmement, la pellicule Kodak est terminée et on n'a pas achevé le tournage de la scène. Nous en donnera-t-on une autre ? Que faire ? 10 août. Je n'ai plus du tout le temps d'écrire. J'ai un mal fou avec Solaris. Nous ne sommes pas dans les temps. Il faudrait qu'il soit prêt pour le nouvel an. Je voudrais, pendant la période de tournage, terminer la sonorisation et le montage. Dieu, comme il est devenu difficile de travailler avec Mosfilm, c'est indescriptible. 11 août. J'ai très peur qu'il y ait de l'hétéroclite dans Solaris. Tous ces maudits corridors, laboratoires, salles d'appareil, cosmodrome. Peut-être est-ce inévitable ? Dieu seul le sait. C'est très difficile de tourner. Très. Le tournage de Roublev était du gâteau à côté de ce gâchis. Sur ce tournage, on devient complètement stupide. On n'a même pas le temps de lire. C'est affreux. J'ai très envie de tourner un nouveau film. J'en ai assez de Solaris. Comme j'en ai eu assez de Roublev. C'est le lot du réalisateur soviétique. Le tournage traîne trop longtemps. 6 septembre. Nous sommes à Zvenigorod depuis environ une semaine. Il fait très mauvais. Il pleut sans discontinuer. Cela nous gêne beaucoup. Notre organisation est lamentable. Avant le 15, il nous faut tourner tout le rôle de Bagnonis. C'est sorti du matin, l'arrivée de Berton, la première scène avec le père, le retour. Après le 15, en 3-4 jours, il faudra tourner tout le reste. On a décidé de filmer le feu en noir et blanc. Chris dans le crépuscule aussi, ainsi que le retour. Et je pense que la scène avec le soleil bleu foncé sur Solaris pourrait aussi être filmée sur une pellicule noir et blanc. Ça pourrait être intéressant. Il faut en finir au plus vite avec Zvenigorod et partir pour le Japon. 14 octobre. Le 10, nous sommes revenus du Japon. Je suis exténué, et mes nerfs en ont pris un sérieux coup. J'ai une foule d'impressions, mais mieux vaut ne pas les écrire tout de suite. Il faut qu'elles se décantent. On a filmé certaines choses pour les voyages de Berton à travers la ville. Et moi, si je comprends bien, j'ai attrapé une névralgie thoracique et une terrible hypertension. J'ai vu ce qu'on a fait à Zvenigorod. Pour l'instant, je n'y vois pas très clair.
23 octobre. Hier, le conseil artistique s'est réuni pour discuter de notre matériau filmé. Ils ont fait des compliments, bien que d'après Grinko, ils ne plaisent pas à certains. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Ils ont complimenté Youssef et les costumes. Volodya Naumov a dit « La réalisation est de la plus haute qualité au niveau des normes mondiales ». Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le film sera bien au-dessus des normes mondiales. Je voudrais en avoir fini au plus vite avec Solaris. Il me reste encore 15 000 mètres à filmer. Et pourtant j'ai l'impression que le film est déjà terminé. Vivement qu'on commence une journée blanche. 4 décembre. Voici tout un mois que je n'ai pas ouvert ce cahier. Il faut livrer le film avant la fin de l'année. Je travaille de 7h30 du matin jusqu'à minuit tous les jours, depuis un mois. Je suis complètement épuisé. Natasha Bondarchuk a fait mieux que tous les autres. J'en suis content. Cela permet de maintenir l'équilibre. Il me semble que les performances des acteurs se situent ainsi par ordre de mérite. 1. Natasha Bondarchuk. 2. Jarvet. 3. Solonitsyn. 4. Bagnonis. 5. Dvorjetski. Et 6. Grinko. J'ai très peur d'avoir autant de couleuvres à avaler avec Solaris que j'en ai eu avec Roublev. 29 décembre. Demain, ou après-demain, si la copie n'est pas prête pour demain, je livre Solaris à Sizov. Évidemment, ils vont tous rappliquer. Du Goskino et du département de la culture du comité central du parti. C'est couru. À mon avis, ça va faire un scandale. Moi-même, je n'ai pas encore vu tout le film. J'en connais les différentes parties, mais non rassemblées. Et je n'ai pas encore d'impression d'ensemble. 30 décembre. Aujourd'hui, à 6h du soir, livraison du film au studio. Je n'ai pas encore d'impression sur l'ensemble du film. Je l'aurai plus tard. Des morceaux sont certainement très beaux. Ce sont les scènes avec la mer, le suicide, la ville, le retour vers l'étang, la conversation nocturne, Chris en train de délirer. Mais le film forme-t-il un tout cohérent? Produira-t-il une impression unique? L'idée est-elle restée intacte, celle que recèle le matériau filmé? Natasha est évidemment la meilleure de tous. Elle est inséparable de son rôle. C'est la variante optimale, la seule possible au cinéma. « 1972. 12 janvier, Moscou. Sizov a dicté hier toutes les remarques et critiques touchant Solaris qui se sont accumulées dans les diverses instances. Au département de la culture du comité central, auprès de Demitchev, au Goskino, au bureau exécutif. J'ai recopié 35 de leurs remarques. Si on les suivait, ce qui est d'ailleurs impossible, il ne resterait rien du film. Ça veut dire qu'on est dans un pétrin pire que pour Roublev. Voici donc ces remarques et suggestions. 1. Élucider l'image de la Terre dans le futur. Dans le film, voyez-vous, on ne voit pas bien comment il sera ce futur. 2. Il faut montrer les paysages de la planète du futur. 3. De quel système politique vient Chris Kelvin? Du socialisme? Du communisme? Du capitalisme? 4. Snout ne doit pas affirmer qu'il est inadéquat d'étudier l'espace, car il en résulte une situation sans issue. 5. Supprimer le concept de Dieu. 6. L'encéphalogramme doit se dérouler jusqu'au bout. 7. Supprimer le concept de christianisme. 8. La séance plénière, supprimer les figurants étrangers. 9. Pour la fin, ne pourrait-on pas A. Montrer le retour réel de Chris dans la maison paternelle, B. Montrer clairement que Chris a accompli sa mission. 10. Le fait que Chris est un oisif ne doit pas être souligné. 11. Le suicide de Gabarian doit avoir comme motif, contrairement à ce qu'a écrit Lem, le sacrifice pour ses amis et collègues. 12. Sartorius en tant que savant est trop inhumain. 13.
Il ne faut pas que Harry devienne un être humain. 14. Abréger le suicide de Harry. 15. La scène avec la mère est à supprimer. 16. Abréger les scènes de lit. 17. Supprimer les plans où l'on voit Chris se promener sans pantalon. 18. Combien a-t-il fallu de temps au héros pour aller dans l'espace, revenir et exécuter son travail? 19. À l'aide d'un texte, tiré de l'EM, faire une introduction au film qui expliquerait tout. 20. Reprendre dans le scénario de mise en scène la conversation de Burton avec son père à propos de leur jeunesse. 21. Introduire des citations de Kolmogorov sur la finitude de l'homme. 22. L'épisode « La Terre » est trop long. 23. Le conseil scientifique ressemble à un tribunal. 24. Préciser dans la séance la situation pour éclairer le sujet. 25. Montrer le voyage dans l'espace vers Solaris. 26. Pourquoi Snout et Sartorius ont-ils peur de Chris? 27. On ne comprend pas que l'océan soit doué d'intelligence. 28. En conclusion, la science est-elle humaine ou ne l'est-elle pas? 29. Le monde est inconnaissable, l'espace ne peut être perçu, l'homme doit périr. 30. Le spectateur ne comprendra rien. 31. Qu'est-ce que Solaris et les visiteurs? 32. Préciser la nécessité du contact. 33. La crise doit être surmontée. 34. Pourquoi Harry a-t-elle disparu? L'océan l'a compris. Et 35, conclusion tirée du film, l'humanité n'a rien à gagner à transporter sa merde d'une extrémité de la galaxie à l'autre. La liste de ces divagations s'achève par les mots suivants. Il n'y a pas d'autre remarque. C'est à se flinguer, parole d'honneur. Comme une provocation. Seulement, comment comprendre ce qu'ils veulent? Que je refuse toute modification? Mais dans quel but? Ou que j'accepte toutes leurs suggestions? Mais ils savent bien que je ne le ferai jamais. Je n'y comprends rien. 21 janvier. Je n'arrive vraiment pas à saisir ce qu'ils ont voulu me dire en me remettant la liste des corrections à faire. Les mettre en pratique est impossible. Ça détruirait le film. Ne pas les suivre, tout cela sans la provocation. Mais je n'en comprends pas la signification. J'ai décidé d'apporter les modifications qui soit correspondent à mes propres idées, soit ne détruisent pas la trame du film. Si cela ne leur suffit pas, je serai incapable de faire plus. 15 février. On a envoyé le film au Goskino, sans en avoir débattu. Aujourd'hui, Sizov a téléphoné pour dire que le film était maintenant beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré. Mais il a aussi fait allusion au fait qu'il faudrait sans doute l'abréger. Je vais me battre. La longueur, en l'état actuel des choses, est devenue une catégorie esthétique. Je suis fatigué. J'aurai 40 ans en avril et je ne connais ni la paix, ni le silence. Pouchkine, s'il n'avait pas la liberté, avait la paix de l'âme et le libre arbitre. Et moi, je n'ai même pas cela. Depuis longtemps, j'ai la conviction que d'incroyables découvertes nous attendent dans la sphère du temps. Du temps. Nous ne savons quasiment rien. 16 février. Le cinéma est évidemment chez nous, actuellement, dans un état plus que lamentable. Profitant du fait que c'est lui qui donne l'argent, l'État piétine tous les projets et se gorge d'un breuvage trouble, médiocre et démagogique. Les porteurs de médailles et les gradés, tous ceux qui ne savent pas lier deux mots, ont transformé notre cinéma en un tas de ruines sur lequel brûlent encore les débris de fragiles constructions. J'ai lu récemment une histoire du cinéma italien d'avant-guerre. Mon Dieu, comme tout cela ressemble à l'histoire du cinéma soviétique, jamais encore nous n'étions tombés dans une telle médiocrité. Mon Solaris, je l'ai fait. Il est plus équilibré que Roublev, plus direct et plus sobre, plus harmonieux également. Bien que, à vrai dire, les comparaisons ne soient pas de mise. Je l'ai fait. Oui,
Je l'ai fait. La chose est entendue. 21 février. Romanov ne signe pas le visa du film. Il estime que je n'ai pas fait assez de corrections. C'est une nouvelle épopée du type de Roublev qui commence. 22 février. À quoi puis-je m'attendre maintenant ? Le plus probable, c'est que je vais rester encore plusieurs années sans travail. Il faut au plus vite reconstruire la maison, changer d'appartement à Moscou, se procurer une Jeep et se retrancher à la campagne. Est-il possible qu'il recherche un scandale comme celui de Roublev ? On a peine à y croire. 23 février. Demain, je vais voir Sizov. Il va m'expliquer ce qui se passe autour de Solaris. Il va sûrement tenter de me convaincre, de m'amadouer, de me faire plier. Au fond, ce n'est pas nouveau pour moi. 28 février. Aujourd'hui, tard dans la soirée, j'ai regardé le ciel et j'ai vu les étoiles. J'ai eu brusquement l'impression que je les voyais pour la première fois. J'étais bouleversé. Les étoiles ont produit sur moi une impression saisissante. 31 mars. Romanov est arrivé au studio le 29 et nous avons livré Solaris sans une seule correction. Personne ne peut y croire. On dit que le visa de notre film est le seul et unique qui ait jamais été signé par Romanov en personne, de sa propre main. Apparemment, quelqu'un lui a fait très peur. J'ai entendu dire que Sizov avait montré le film à 3 inconnus qui président aux destinées de notre science, de notre technique, etc. Et que leur prestige était trop grand pour que leur opinion ne fût pas écoutée. Bref, il y a des miracles. 2 avril. Hier, ou plutôt aujourd'hui, Tamara Ogrodnikova a téléphoné. Elle affirme que Sizov envoie Solaris à Cannes. C'est fort possible. Et c'est aujourd'hui qu'arrive le délégué du Festival de Cannes. 6 avril. Voilà que j'ai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent ? 3 malheureux films ? Si peu et si mal. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve étrange. Je regardais le ciel. Il était merveilleusement doux et limpide. Et là-haut, tout là-haut, bouillonnait lentement comme une lumière matérialisée, comme des fils sur la trame du soleil, semblables à des fils de soie, vifs et chatoyants, sur un crêpe du Japon, brodé. Et il me semblait que ces fils porteurs de lumière et de vie se mouvaient, glissaient et se métamorphosaient en oiseaux planant à des hauteurs inaccessibles. Et ces oiseaux planaient si haut qu'il me semblait que, s'ils perdaient des plumes, celles-ci jamais ne tomberaient sur le sol, mais qu'au contraire, elles s'envoleraient plus haut encore, pour ne plus jamais revenir en ce monde. Et de là-haut s'écoulait également une merveilleuse et douce musique, et l'on ne savait pas si c'était la musique qui ressemblait au son de 1000 clochettes, ou si c'était le gazouillis des oiseaux qui donnait l'impression d'entendre cette musique. Ce sont des cigognes, ai-je soudain entendu prononcer, et je me suis réveillé. Quel beau rêve étrange. Il m'arrive de faire des rêves merveilleux. Sizov se rend en Amérique et emporte Solaris. 24 avril. Sizov n'a pas emporté Solaris en Amérique pour ne pas compromettre Cannes. Solaris ira à Cannes. Le festival a lieu du 4 au 19 mai. Ceux qui iront là-bas sont Baskakov, moi-même, Bagnonis et Natacha Bondarchuk. 7 mai. Le 13, c'est la première de Solaris à Cannes. Je ne crois pas trop qu'il obtiendra un prix. 9 juin. La caractéristique de toutes les vaines gloires, c'est de déboucher en fin de compte sur une déchéance spirituelle, un désenchantement, et même plus, sur quelque chose qui ressemble à un sentiment de culpabilité, comme une gueule de bois. Roublev a été apprécié par certains uniquement parce qu'il était resté sur les étagères. Solaris n'y est pas resté, d'où la fureur de certains de mes bons amis et camarades. 14 juin.
Le rythme du montage, la durée des plans ne sont pas des exigences purement techniques destinées, comme on le croit trop souvent, à assurer le lien avec les spectateurs, mais l'expression même du caractère et de l'originalité de l'auteur du film. De nos jours, les cinéastes utilisent le rythme du montage comme une façon de dorer la pilule, que le malheureux spectateur est tenu d'avaler. À mon avis, c'est pour gagner des sous. Mon père a dit de Solaris qu'il était moins un film que quelque chose proche de la littérature. Du fait du rythme intérieur imprimé par l'auteur, de l'absence de tout ressort usé et de l'immense importance des détails qui jouent chacun un rôle très particulier dans la narration. « 1973, 24 janvier. Il fut un temps où je pensais que le cinéma, qui est l'art le plus démocratique, agissait, à la différence des autres arts, d'une manière totale sur le spectateur. Que le cinéma était avant tout une série d'images fixées, d'images photographiques, sans équivoque possible. Qu'il devait donc être perçu de la même façon par tous les spectateurs. Ce qui voulait dire que le film, du fait de son aspect unique, était identique pour tous. Jusqu'à un certain point, c'était vrai, bien sûr. Mais au fond, je faisais erreur. Il faut trouver, élaborer un principe qui permette d'agir sur le spectateur d'une façon individuelle, qui fasse d'une image totale une image privée, comme c'est le cas en littérature, en poésie, en peinture et en musique. Et le secret me paraît être le suivant: montrer le moins possible, pour que de ce moins, le spectateur puisse lui-même se faire une idée du tout. L'image au cinéma, selon mon point de vue, doit être fondée là-dessus. Et si l'on parle de symbolique, alors le symbole au cinéma, c'est le symbole de l'état de la nature et de la réalité, où le principal n'est plus le détail, mais ce qui est caché. « 27 janvier. Comme la vie est triste, comme j'envie ceux qui peuvent travailler sans avoir à se soucier de l'État. Au fond, tous sont libres, sauf les gens de théâtre et de cinéma. Ils sont libres aussi de tout salaire, c'est vrai, mais au moins, ils peuvent travailler. Quel régime de goujat! Qu'ont-ils à faire de la littérature, de la poésie, de la musique, de la peinture, du cinéma? Rien. Absolument rien. Au contraire, ils voudraient bien les supprimer. Ce serait autant de complications en moins. Apparemment, Boris Pasternak avait raison quand il me disait que je ferais encore 4 films. J'ai déjà fait le premier, c'est Solaris. Il en reste donc 3. Seulement 3. Je veux du travail. C'est tout ce que je veux. Du travail. N'est-ce pas une monstruosité? Un crime? De laisser sans travail un réalisateur qu'en Italie on a qualifié de génial? Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est en fait la revanche de la médiocrité qui est parvenue à se frayer un chemin jusqu'au poste dirigeant. Parce que les médiocres haïssent les artistes. Comme j'aimerais organiser une vie décente à la campagne. Quel est le plus bel arbre? L'orme, sans doute. Mais il met trop de temps à pousser. C'était Andrei Tarkovsky, journal 1970-1986, lu par Grégoire Mont-Saint-Jean. Extrait choisi par Camille Azaïs et traduit du russe par Anne Kishilov avec la collaboration de Charles de Brandt.
Conseillère littéraire, Caroline Wazana. Prise de son, montage, mixage, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Émilie Joquiel. Réalisation, Christophe Auquet. Le journal d'Andrei Tarkovsky est publié aux éditions Philippe Ray.